Bonjour, merci d'être avec nous après avoir vu le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel. Aujourd'hui, on va aborder la place du mental dans le soin, comment décoder ce mental et comment s'en servir pour élargir notre pratique. Cette vidéo s'adresse aux ostéopathes, aux praticiens du corps, aux kinés, et puis il y a tout un chacun qui s'intéresse à l'être au fond. Je suis Alain Kassoura, je suis médecin ostéopathe, je pratique l'ostéo depuis plus de 30 ans et je suis formateur aussi. Je vous propose cette série Voyage d'un corps à l'autre qui vous permet de rencontrer l'émotion, la pensée, l'énergie de façon concrète à travers l'introspection et à travers le soin. À travers l'introspection et à travers le soin. Et pour ce faire, Cécile est avec nous. Bonjour. Elle est toujours là. Oui, je Voilà, suis là. fidèle au poste. C'est ça. Merci, Cécile. Je t'en prie, c'est moi. Allons-y. Alors, donc moi je m'appelle Cécile Renaud, j'accompagne les praticiens du bien-être et d'autres professionnels aussi, finalement à trouver les bons mots pour parler à l'oreille des clients qu'ils aiment et de manière alignée à la fois pour soi et pour la personne à qui on adresse ses services. Et je fais ça dans la vraie vie et en ligne, les deux, voilà. Parfait. C'est pratique. Alors aujourd'hui, donc nous allons démarrer. Et j'en profite pour te remercier pour tout le travail que tu m'as permis d'élaborer à travers la conception de cette série. Avec plaisir. Tu n'es pas pour rien dans la conception de cette série. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on aborde la dimension mentale dans ce voyage d'un corps à l'autre. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais, toi, en tant que praticien, en tant que soignant, nous développer un peu de quelle manière tu perçois cette dimension mentale? Nous allons le faire. Nous allons le faire. D'abord, je voudrais bien comprendre que la perception qu'on a du monde, bien vous insister sur le fait que la perception qu'on a du monde n'est pas le monde. Et personnellement, dans mon cheminement, j'étais un peu couillon, quoi. Et franchement, je croyais que le monde était ce que je voyais, et puis voilà. On démarre tous par là. Et que j'étais dans la vérité. Oui, obligatoirement. On pense qu'on a raison au début. Ben voilà. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Et la perception qu'on a du monde, en fait, c'est l'issue d'un senti physique. Je sens les choses, je ressens des émotions et de la représentation que j'ai au niveau de la pensée. Je passe mon temps à insister sur ça, mais c'est vraiment le pilier du travail thérapeutique. Mais revenons à la place du senti dans la représentation qu'on a du monde et dans la perception qu'on a du monde. J'ai 5 sens. J'y vois. Supposez que je sois aveugle. Mais la perception que j'ai du monde est complètement changée. Supposez que je sois sourd. La perception du monde est complètement changée. J'y vois, mais j'y vois pas très bien. Mais j'ai une drôle de perception du monde. Tout ça pour dire que la représentation que j'ai du monde n'est pas le monde. Donc ça déjà, c'est important parce que ça remet chacun à sa place et ça permet d'être aussi dans l'écoute de l'autre et puis aussi dans l'affirmation de soi parce que je suis légitime dans la représentation que j'ai du monde, mais la représentation que j'ai du monde n'est pas la vérité. Donc en fait, la dimension du mental, en fait, c'est aussi la dimension de la conscience que j'ai du monde, de moi, de l'autre. Et c'est une dimension qui peut m'enfermer dans des représentations ou au contraire me permettre d'ouvrir ma relation à moi-même et à l'autre. Donc on peut considérer qu'il y a 2 mentales en quelque sorte. Un mental inférieur, celui qu'on connaît au début, qui fait qu'au fond, j'ai raison, j'ai la vérité. Et puis qui fait qu'il y a moi et l'autre qui scindent beaucoup, celui qui compare, qui me permet de me construire pas à pas, mais souvent dans la confrontation, dans l'affrontement, etc., qui ne fait pas trop la synthèse. Donc il y a ce mental-là, et puis il y a le mental supérieur qui relie, qui me permet d'avoir une meilleure conscience de l'univers et de ma place dans l'univers. Alors ce qui est étonnant pour l'ostéopathe, parce qu'on s'adresse
aussi, et surtout aux ostéopathes, j'ai plutôt envie de dire aussi d'ailleurs que surtout, c'est que en tant qu'ostéopathe, on a vu qu'on pouvait sentir le corps physique, ah, ok. On a vu qu'on pouvait sentir l'énergie. La pratique du Qigong, par exemple, est une initiation intéressante. La pratique de l'accolade thérapeutique aussi est une pratique intéressante pour sentir le costume énergétique. Comment est-ce que je sens mon costume énergétique, hein? Et c'est très... Je pense à une patiente que j'ai vue l'autre jour, que je mets en condition et tout, et je dis, alors comment vous sentez votre costume énergétique? Elle n'avait pas d'idée et tout. Elle me dit, écoutez... Donc, a priori, il dit je ne sens rien. Et vous allez voir qu'en fait, dans sa réponse, vous allez voir qu'elle a senti beaucoup de choses. Elle me dit non, enfin, j'ai juste l'impression que là, ici, j'ai une grosse tête qui part comme ça vers l'avant, un truc qui part vers l'avant. Et puis après, dessous, j'ai l'impression que je suis enfermé dans une cage de tigre. Ouais, l'image était très claire, en fait. Pour quelqu'un qui sent rien, c'est très intéressant. Donc voilà, ça, c'était son costume énergétique. Voilà. Et à partir de là, on a commencé un travail. Donc, on peut sentir l'énergie, on peut sentir le costume énergétique, on peut sentir les émotions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut sentir les pensées. Le cheminement de l'ostéopathe que je suis m'a fait découvrir des choses vraiment impensables. Je n'aurais jamais imaginé. Et sentir qu'on peut sentir les pensées, c'est un truc, bon, inimaginable. Et pourtant, dans la pratique de l'ostéopathie crânio-sacrée, par exemple, c'est étonnant. On peut très bien sentir quand quelqu'un pense. Avec le temps, on sent que la personne, elle est... Et on ne peut pas sentir exactement ce qu'elle pense, mais on peut sentir le degré d'agitation. On peut sentir si ça y va à l'intérieur, ou bon, s'il y a des petites pensées comme ça, mais ça flotte, ça va d'un côté de l'autre, genre intimement. On peut très bien sentir quand la personne s'arrête de penser. Fais-le vite. C'est marrant parce qu'il y a des personnes qui disent mais comment c'est possible de s'arrêter de penser? C'est pas possible de s'arrêter de penser. Si, c'est possible. Enfin bon, on verra ça avec la méditation. On peut sentir quand la personne s'endort, avant même qu'elle ronfle. Elle a les yeux fermés, a priori il n'y a aucun signe, et on peut sentir que tout d'un coup, hop, le crâne passe sur un autre rythme. Donc ça, et puis on peut sentir aussi, quand on a développer aussi ce travail intuitif, etc. Parfois, la nature des pensées. Alors, c'est toujours pas évident, etc. Bon, c'est pas évident. Alors, là encore, le senti, c'est pas une science exacte. D'accord ? C'est pas une science exacte. Et je ne prétends pas tout sentir, je ne prétends pas ne pas me tromper. Mais simplement, par le senti, j'ai quand même accès à des domaines très particuliers. Et je peux affiner mon champ de connaissances comme l'œnologue affine la dégustation qui fait des vins, et petit à petit, il enrichit ça. Bon, mais j'imagine que l'œnologue peut se tromper aussi. Certainement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir comment ce mental peut impacter notre corps. Et par exemple, à travers la posture, tout le monde sait, par exemple, que sa posture va changer en fonction de son état d'esprit. La posture physique, hein ? Physique, voilà. C'est-à-dire que s'il rentre dans le bureau de son patron en conquérant, il va avoir une certaine posture. Et s'il rentre dans le bureau de son patron en se disant c'est foutu, c'est râpé, de toute façon, je ne vais pas arriver à mes fins, il y a de grandes chances qu'il y ait une autre posture. Voilà. Et on sait bien dans la vie, selon ce qu'on vit, qu'il y a des moments où on est replié sur soi, il y a des moments où on est ouvert aux autres, etc. Voilà. Alors, parler du mental, si on fait référence à la médecine traditionnelle chinoise, c'est parler de l'énergie du poumon, du métal. Alors, je n'ai pas parlé de la médecine traditionnelle chinoise avant, j'en parle ici parce que cette énergie du mental nous évoque la capacité de trancher. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du mal. Donc la capacité de trancher, mais aussi ça peut évoquer l'enfermement dans la dualité, parce qu'à force de trancher... Dans la binarité. Oui, on est dans l'opposition aussi. Et on verra avec la dimension spirituelle justement que l'idée c'est d'aller vers
autre chose que trancher, c'est d'aller vers la Trinité et vers le un, en fait, vers l'unicité. L'énergie du poumon, c'est l'image que j'ai de moi. Donc le mental, ça véhicule une image que j'ai de moi. C'est l'estime que j'ai de moi. C'est important de pouvoir travailler l'estime de soi. Et c'est pas uniquement avec des injonctions que je vais arriver à changer l'estime que j'ai de moi. Cette représentation que j'ai de moi. Et c'est pour ça que ça sera important d'arroser un certain senti, d'arroser un certain bien-être du corps, qui va peut-être provoquer des émotions plutôt joyeuses ou de réjouissance, etc., qui va peut-être tout d'un coup changer l'image que j'ai de moi. Et donc mon mental va commencer à se dire « Ah, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres espaces que l'espace restreint que je connais. » Donc, l'énergie du poumon, c'est aussi la honte, c'est aussi la culpabilité, c'est donc rencontrer tous ces espaces-là dans le mental. Donc travailler l'énergie du poumon, c'est aussi travailler l'incarnation dans la matière. Donc c'est un espace très intéressant quand on s'intéresse à la dimension mentale. Alors de quelle manière, toi, tu proposes de travailler le mental, notamment au travers de tes séminaires? Alors il y a plusieurs façons, on va le voir, il y a beaucoup de façons d'aborder le mental. Il y en a une qui est très connue de tous, pas forcément pratiquée, qui est très connue et en même temps très méconnue, au bout du compte. C'est la méditation. La méditation, c'est une façon d'aborder la question du mental. J'en ai parlé avec le corps physique, on pourrait en parler avec le corps émotionnel, ou le corps énergétique, mais c'est une façon de travailler le mental. Dans la dimension, dans la méditation, qu'est-ce qui est proposé? L'immobilité, une posture. Je me branche par exemple sur la respiration, le va-et-vient de la respiration, l'air qui rentre et qui sort entre les narines et la lèvre supérieure, et je laisse passer les pensées. Dès que je réalise que je me fixe sur une pensée, je lâche la pensée pour revenir au senti, par exemple, de l'air qui rentre et qui sort. Donc, petit à petit, je m'aperçois que, souvent, je suis attiré par une pensée par-ci, et une pensée par-là, et une autre pensée, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de lien direct, mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis mes pensées vraiment? Est-ce que je dirige mes pensées? On s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, que de diriger mes pensées. Est-ce que c'est mes pensées qui me dirigent? Est-ce que je suis le jouet de mes pensées, comme je pourrais être le jouet de mes émotions? Voilà, et donc aborder cette façon d'être, ça permet de faire le vide aussi. Et quand le vide est fait, il y a de la place pour autre chose. Donc, on verra plus tard avec la spiritualité, le divin ne remplit que des vases vides. Travailler cette dimension-là de la vacuité permet de rencontrer d'autres espaces à l'intérieur de soi. En fait, cette méditation passive, parce qu'on ne bouge pas trop, c'est une façon de travailler les muscles du mental, en quelque sorte. C'est comme si on avait des muscles. Et faire que, ils sont capables de se relâcher, de faire le vide et tout. Et on sait bien, les sportifs savent, etc. Enfin, les gens qui utilisent beaucoup leur corps connaissent bien, les musiciens, etc., connaissent bien l'importance du relâchement. Plus je vais être lâché dans l'action que je vais faire et utiliser juste ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, plus mon action sera pertinente. Plus je serai dans les tensions globales du corps, etc., moins en fait j'irai au bout de ce que j'ai à faire, avec la juste énergie, etc. Plus les pensées seront agitées comme ça, moins je serai pertinent. Donc cette méditation. Et quelque part, moi je me sens libre. Bien sûr. Le problème, c'est que je ne m'en rends pas forcément compte. Non, on ne s'en rend pas forcément. C'est ça, parce qu'on est tellement... On imagine tellement qu'on est ce qu'on pense, et qu'on dirige ce qu'on pense, en fait, au départ. Oui, ça donne une sensation de contrôle. Voilà, on dit, c'est bon, je contrôle mes pensées, ça roule, etc. Quand on commence à méditer, on s'aperçoit mais non, on ne contrôle rien du tout. Donc ça, c'est intéressant. Alors parfois, il y a des gens qui sont allergiques à ça. C'est pas possible. Oui, ils sont trop dans le mental, ouais. Ils sont trop dans le contrôle, c'est pas possible. Alors il y a un autre type de méditation qui est très très intéressant parce que par des moyens détournés, elle permet de rencontrer justement cet état de présence où ce qu'on veut en fait,
c'est de ne rien retenir, ne rien repousser, être dans l'instant présent. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est goûter le présent. Si je suis trop dans le passé ou trop dans le futur, je ne suis pas dans le présent et je ne peux pas vivre ce que j'ai à vivre au moment où j'ai à le faire. Les sportifs de haut niveau ou les gens qui ont les musiciens, les gens qui sont les politiciens sûrement quand ils font un discours et tout, si en même temps ils se disent qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, ça va pas forcément être, ils vont pas forcément être percutants. Donc c'est important d'être dans le présent. Apprendre à méditer, c'est apprendre à être dans le présent. Alors ça peut être difficile. Et la méditation active de Osho, c'est une autre façon. C'est une méditation qui est dite dynamique, dans laquelle il va y avoir plusieurs temps, et quand on répète ça, on répète ça, on va de plus en plus loin, parce qu'on commence à être à l'aise aussi physiquement, parce que c'est un travail physique aussi. Oui, c'est très physique, j'imagine. De la même façon que la méditation dans l'immobilité est physique aussi. Oui. C'est pas voilà. Il y a une dimension très très physique. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une façon de travailler le mental. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de façons de travailler le mental. Pour les ostéopathes, il y a une technique qui est très intéressante, la technique de flux de Pierre Tricot. J'ai souvent fait référence d'ailleurs à Pierre dans cette série, qui consiste en fait à accompagner le patient dans un cheminement où il va rencontrer soit un trauma qu'il a vécu, soit une personne avec qui il a des difficultés relationnelles, sur l'écran intérieur de ses pensées, c'est-à-dire c'est pas sur l'écran noir de ses nuits blanches, comme nous Garo, mais c'est donc alors le rêve éveillé peut être aussi est un moyen que j'utilise beaucoup dans mes séminaires. C'est l'ouverture d'un espace où l'inconscient va s'exprimer à travers des symboles. On propose une trame dans un rêve éveillé, voilà, on va partir sur une barque, on va entendre un bruit qui vient du fond de l'eau, on se penche, on regarde là-bas, on regarde ce qui monte vers nous, qu'est-ce qui monte vers nous, est-ce que, ah tiens, c'est voilà, et hop, et à partir de, et on plonge dans l'eau, est-ce qu'on peut y aller, et qu'est-ce qu'on va rencontrer sous l'eau, etc. Et quand on remonte, bref, on déroule une histoire, une trame, mais une trame qui laisse la personne suffisamment libre de cheminer. Et au bout du compte, il y a des symboles qui vont émerger, il y a une histoire qui va émerger, et derrière ça, il y a l'inconscient qui va s'exprimer. Donc là, c'est une façon d'ouvrir la porte à l'inconscient, et c'est important, d'ouvrir la porte à l'inconscient et à l'image symbolique. Dans le cursus, on pratique beaucoup les rêves éveillés, et là encore, souvent les gens ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y aller, y arriver, que ça va être compliqué et tout. Il y a plein de façons de permettre aux gens d'y aller, utiliser les sons, les bains sonores, ça peut être un très très bon moyen aussi pour lâcher le mental et pour aller vers quelque chose. Utiliser les mantras aussi, alors là on n'est plus dans le travail de l'inconscient, mais le mantra en récitant tout le temps une même phrase qui a un égrégore particulier, qui a été répété des milliers de fois par des millions de personnes. Au bout du compte, ça met dans un état particulier. Et les sons mettent dans un état particulier. La répétition met dans un état particulier. Et quelque part, là, le mental, il est obligé de lâcher. Le disque dur se défragmente parce qu'il ne peut plus tenir les rênes, quoi. Il y a trop de choses, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il lâche. Les actes symboliques d'ancrage sont très intéressants aussi. Alors ils permettent d'aborder bien sûr le physique, le ressenti, l'émotion, mais aussi la dimension mentale et la représentation. Alors on a parlé de l'accolade thérapeutique que j'ai mise au point, bon, qui est vraiment une façon de rencontrer l'autre à travers le senti, mais qui fait beaucoup travailler après le mental et l'inconscient. Et en fait, dans l'accolade, il y a cette dimension, dans l'accolade thérapeutique, il y a cette dimension qui est très présente dans la relation avec l'autre, dans la rencontre avec l'autre. Je vous ai dit combien la rencontre avec l'autre m'importait, la rencontre avec le monde, la rencontre avec soi à l'intérieur et la rencontre avec le monde. Le flot de vie, c'est une espèce d'accolade thérapeutique qui est élargie, et que là on rentre dans quelque chose qui est très élaboré, qui est quand même très très efficace. Hein. J'ai eu maintes histoires où ça a débouché sur des situations
inespérés et des réconciliations inespérées. C'est-à-dire des pardons, mais des pardons. Le pardon, c'est pas une injonction, on n'est pas obligé, on peut pas obliger, surtout quand on a vécu des choses trop dures et tout. La première chose à faire, c'est pas forcément de pardonner, c'est de dire ce qu'on a à dire, c'est d'être ce qu'on a à être et tout. Et voilà. Mais après, quand la matière a été suffisamment travaillée, tout d'un coup, on s'aperçoit que, mince, il n'y a plus le même ressentiment, il n'y a plus la même... Voilà, et donc les choses changent, et donc il y a quelque chose qui s'installe au fond de soi, une paix qui s'installe au fond de soi, qui rejoint le pardon. Voilà. Donc, tu vois que dans les séminaires, on Vous avez beaucoup d'outils pour travailler tout ça. On a l'outil, Ouais. et puis effectivement, il y a des soins spécifiques du mental. On peut travailler le mental comme un travail nœud émotionnel. On va peut-être voir ça plus tard, quand on va parler des formes pensées, peut-être, je sais. Oui, avec plaisir. Quelle clé tu pourrais donner aux gens qui t'écoutent pour identifier à quel moment le mental il est à notre service et à quel moment il l'est moins? Est-ce que tu as des petites pistes là-dessus? Oui, je pense qu'on a vu ce mental, ce métal qui tranche. Alors c'est important parfois de trancher, hein. On ne peut pas toujours relier, parfois il faut trancher. Parfois il faut trancher. Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais trancher, non, et parfois il faut trancher, le faire en conscience, et voilà, bon, savoir pourquoi on le fait. Mais c'est au moins trancher pour se relier à soi. Oui. Si on tranche, c'est peut-être pour laisser partir quelque chose. Voilà, laisser partir et se relier à soi. Voilà. Et donc le but c'est, si le mental ne m'amène qu'à trancher, qu'à me couper du monde, qu'à m'enfermer du monde et qu'à me couper aux différentes dimensions de moi-même, me couper de mon physique parce que mon physique est à bout, parce que j'ose pas être qui je suis, me montrer comme je suis parce que je suis bossu, parce que je suis grand, je suis petit, parce que etc. Bon, ça devient un problème. Voilà, je suis trop gros, je ne peux pas aller faire telle activité tant que je suis... Je vois des gens qui disent « J'adorerais danser. Et j'aime danser et tout, mais là j'ai 2 kilos en trop et je ne peux pas aller danser. Alors il faut que je perde ces 2 kilos pour aller danser. Mais pourquoi vous voulez attendre de perdre ces 2 kilos? Vous aimez danser, allez danser, puis peut-être qu'en dansant vous allez perdre des kilos en plus. Mais c'est incroyable, le mental, comment le mental forme... Donc là, le mental, il me coupe de quelque chose. Il me coupe d'un truc tout con, tout simple, que je sais faire, que j'aime faire, mais j'ai une image de moi, j'ai 2 kilos en trop, je ne peux pas aller danser. C'est quand même couillon. Voilà. Donc si le mental me coupe du monde, me coupe des réjouissances que je peux avoir, etc., c'est peut-être que quand même il faut prendre du recul. Voilà, il faut prendre du recul, essayer de voir ce qu'il y a derrière et essayer de changer ça. Voilà. Donc un mental qui me relie, qui me relie, c'est un mental qui me porte, qui me relie à ce que je suis, qui me réunit dans toutes mes dimensions. Et puis, dans l'idée, si je suis vraiment réuni dans toutes mes dimensions, le rapport au monde va changer aussi. Et je vais me sentir mieux aussi avec le monde. Oui. Voilà. C'est quand même le but du jeu. Donc ça, je pense que c'est une bonne façon, au fond, de voir si je suis plutôt sous l'emprise du mental inférieur, ou plutôt sous l'emprise d'un mental qui, au contraire... m'éveille, m'amène à me comprendre moi, à comprendre les autres, et puis à réunir m'ouvre et me donne une vision globale d'ensemble, etc. Donc, il faut bien voir que la pensée crée. La pensée crée. Si on reste dans un mental bouillonnant avec que des énormes préoccupations, peut-être on va faire en sorte qu'elles adviennent. C'est ça que tu veux dire? Dans la pensée crée. Il ne faut pas que ça bouillonne trop. Oui. Non, mais justement, je parle du cas où peut-être on se laisse happer par ses pensées. Oui, si on se laisse trop. Voilà. Voilà. Et où donc on n'arrive plus à contacter les réjouissances parce qu'on est en permanence dans un... Voilà, alors là, la pensée crée du trouble. C'est-à-dire que l'agitation des pensées va créer du trouble en moi et au bout du compte, je serai empêché. Mais aussi, si je pense que je suis comme ça, je vais être comme ça. Oui. Si je pense que je suis trop gros et que donc je ne peux pas aller danser, et voilà, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Tandis que si je pense que le plus important, c'est que je me fasse plaisir, et que j'aille danser, peu importe mon corps, et que j'aille danser, ben voilà, ça y est, voilà. Il y a un chemin qui est ouvert.
On a dit que l'énergie, c'était de l'information en mouvement. La pensée suit l'énergie. Pardon, excuse-moi. L'énergie suit la pensée. Le verbe, c'est fait cher. Donc, je vais y arriver. L'énergie suit la pensée. C'est en ça que la pensée crée. Okay. Donc, parfois, cette pensée enquistée, comme le nœud émotionnel, donc, la pensée s'enquiste et ça devient une forme pensée limitante. Donc la forme pensée, c'est l'équivalent du nœud émotionnel. Du nœud émotionnel. Okay. Voilà. D'accord. Mais c'est au niveau de la pensée. Au niveau du mental. Voilà. Et ça va m'enfermer. Je suis trop gros. Et voilà. Mais du coup, quel problème j'ai dans la relation à moi? Et au fond, ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à quoi je suis trop gros? Donc pareil, il va y avoir donc un endroit dans le corps, il va y avoir une pensée, par exemple, je suis trop gros, ou je ne suis pas digne d'eux, ou je ne suis pas capable d'eux, ou voilà. Ou la vie c'est pour les autres mais c'est pas pour moi. Bien sûr. Je suis légitime, je suis illégitime, tout ça. Mais on va essayer de voir, on va essayer de dater ça, on va trouver des dates, on va essayer énergétiquement, et du coup on va essayer de mettre du sens, etc. Et après, on pourra travailler ces formes pensées, et un peu comme on les a travaillées, soit en invitant le patient à cheminer à travers ça, à travers le réveillé, ou en quelque sorte avec un acte où cette énergie de la pensée, une fois que la conscience a été faite, que l'énergie était là, on enlève l'énergie de cette pensée, et qu'est-ce qu'on met à la place, qu'est-ce qu'on veut mettre ensemble à la place. Donc en fait, toujours pareil, c'est comme ce costume, ici il était mal foutu, hop, on crée de l'espace, qu'est-ce qui devient le costume, et comment je me sors après avec ce costume que j'ai changé. Voilà. Donc, les formes pensées, c'est un peu une autre manière de dire ce que certains appellent les croyances limitantes. Par exemple, oui. Ça se touche un peu. Ouais. On peut penser aussi aux carapaces. Alors, de Reich, c'était les carapaces émotionnelles, même si c'est émotion, mais on pourrait parler de carapace mentale aussi. Carapace mentale, complètement. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir limiter cette pensée quand elle nous tyrannise. C'est important donc de pouvoir faire le vide pour pouvoir recevoir des informations du monde, parce que le monde a des choses à nous dire et des choses à nous apprendre, voilà. Et dans ce cadre-là, plus je fais le vide, plus je m'ouvre à l'espace de l'intuition. Et donc la pensée, en fait, devient guidée par quelque chose de plus grand que moi. Et c'est l'histoire de Massil Massen qui tout d'un coup se connecte à quelque chose qui se passe ailleurs, loin, et elle a cette perception. Là, ça le déborde et ça l'envahit. Et c'est une intuition très forte dans son cas. Voilà, et c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, on voit des gens qui sont débordés par ces perceptions du monde qui viennent à eux, malgré eux. Parfois, certains on pense qu'ils sont fous, qu'ils sont schizophrènes, etc. Non, pas forcément. En fait, la schizophrénie existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est pas forcément parce qu'on entend une voix ou qu'on a des images qui viennent à nous, qu'on est forcément arrangé dans ce lot-là. Donc, développer l'intuition, c'est déjà apprendre à faire le vide pour que d'autres informations puissent venir. Et l'état méditatif, à ce sujet, est très intéressant. Et l'état méditatif, la méditation, c'est une façon d'avoir accès à une autre connaissance. De soi, mais du monde aussi. Mais du monde, oui. Voilà. Et alors, j'ai pas parlé, on parlera après de la spiritualité. La méditation n'est pas forcément à rattacher à une pratique religieuse ou à une représentation religieuse du monde. C'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle dans la méditation, elle me paraît importante, et à titre personnel, je pense que c'est bien d'aborder la méditation avec cette conscience-là aussi, que derrière, il y a une dimension spirituelle. C'est-à-dire que ça nous permet de nous connecter à plus grand que nous. À partir du moment où, je lâche
je commence à lâcher la représentation que j'ai de moi, l'ego que j'ai de moi, etc., et que je laisse des informations venir, je vais me contacter à plus grand que moi. Et la part du mystère va devenir plus présente, plus éclairante aussi, et en même temps plus grande, enfin, etc. Et donc il y a cette dimension qui est présente là, mais je suis toujours atterré quand j'entends dire ah, la méditation, attention, parce que vous pratiquez de la méditation, vous allez rentrer dans telle secte et tout. C'est aberrant. La méditation, c'est une pratique, c'est pas parce que vous avez telle pratique que vous rentrez dans un univers sectaire. Après, l'univers peut être sectaire, pourquoi pas. Et on peut y avoir des dérives. Mais la méditation en soi, non. C'est s'asseoir et se mettre au calme. Et au contraire, c'est se rencontrer soi et c'est être libre. Être libre d'être qui j'ai envie d'être, indépendamment de ce que les autres voudraient que je sois. Parce que ceux qui ne veulent pas que je médite, pourquoi est-ce qu'ils m'empêchent de méditer? En quoi ça les emmerde que je médite? C'est quoi leur problème? Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc ils ne veulent pas méditer, qu'ils ne méditent pas. Moi je veux méditer, et je les aime, et qu'ils m'aiment, et puis c'est bon, on est voilà. Ça, et tout va bien. Et la méditation, elle nous permet aussi d'affiner notre perception et notre rapport au temps. Oui, ça nous permet d'être dans l'instant présent. De ne pas... Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fait on passe notre temps à se projeter. Et plus le temps ça accélère, plus nos vies s'accélèrent, plus les informations circulent, etc. Plus on est tout le temps interpellé par les mails qu'on va recevoir, qu'on doit envoyer, par le téléphone portable, tout ça quoi. Et donc c'est dur de se poser. Dans mes stages, j'y arrive, hein, mais j'ai énormément de mal, il faut que je le répète. C'est-à-dire que les portables sont fermés et restent à l'extérieur. C'est important, mais c'est un vrai combat. Et après, j'invite les gens, après ils font ce qu'ils veulent, mais j'invite les gens à ne pas ouvrir leur portable dès qu'ils sortent. Au contraire, de rester dans le travail, Et si on peut arriver à le faire pendant 3 jours, vous vous rendez compte, 3 jours sans portable, 3 jours, c'est énorme, 3 jours. Aujourd'hui, c'est énorme. 3 heures sans portable, ouais. 3 minutes sans portable. Donc 3 jours. Et si vous arrivez, c'est bien parce que hop, et après les gens sont contents en fait. Ils pensaient que c'était ça fait du bien, ça fait voilà. du bien. Bah oui, ça fait du bien d'être en pause. Donc la méditation, c'est une façon d'être dans l'instant présent. Pas sous l'emprise du passé, dans la rumination du passé, à tout le temps regarder le passé et être... Parce qu'on est victime de notre passé, on est victime de notre histoire, enfin victime entre guillemets, parce qu'on est acteur aussi, hein, donc c'est qu'on veut bien se laisser victimiser, voilà. Mais donc il y a ce rapport qu'on a à notre passé, et puis la projection qu'on a dans le futur, et à cause de ça, on n'est jamais dans le présent. Voilà. Donc effectivement, la méditation, c'est une façon d'être dans le présent, c'est une façon de faire le vide, c'est une façon de laisser venir l'intuition à soi, c'est une façon d'ouvrir l'espace du cœur et l'intelligence du cœur, parce qu'on est là dans le ressenti, la représentation juste, et on ouvre l'espace du cœur. On ouvre un espace qui dilate, on ouvre un espace qui parfois va jusqu'à s'exprimer dans nos mains, et j'aime à dire que l'ostéopathe ne touche pas avec ses mains, mais l'ostéopathe, dans la mesure où il est au service à l'écoute de l'autre, en interaction avec l'autre par l'interface des mains, en fait, il ouvre l'espace du cœur. On ne touche pas avec ses mains, je dis, on touche avec l'intelligence du cœur. Et donc, tout le travail sur le mental, c'est d'aller, c'est le deuxième sentier, on verra ça, c'est d'aller vers cette intelligence-là du cœur. Merci Alain. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à vous d'être avec nous, de vous suivre. J'espère que ça enrichit vos réflexions, ça enrichit votre pratique, ça enrichit votre connaissance de vous-même. Et moi, j'ai envie de vous demander à la communauté quel rapport vous avez avec le flot des pensées. Quel rapport vous établissez avec les pensées, et votre réponse sera intéressante à partager avec tous. Merci beaucoup, merci Cécile. Merci Alain. Et à bientôt. À très bientôt. Et pensez à vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos. Et même à activer la cloche si vous voulez être prévenu en amont. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.